peu comment Eloquent a décidé de mettre cette innovation majeure au service de l'efficacité des enquêtes de nos clients. Alors, avant de commencer, vous avez un petit bouton en bas à droite, un petit carré qui s'appelle Fit to Screen. Si vous voulez, vous pouvez cliquer dessus pour ajuster l'écran afin de voir pleinement la présentation. En bas à gauche, vous avez la petite zone de chat et vous pouvez bien sûr poser au fur et à mesure de ce webinaire vos questions. On y répondra en fin de séance. Euh, Au niveau d'Eloquent, on a une page LinkedIn, donc n'hésitez pas à venir vous y abonner. En général, on poste nos articles de blog qui sont relayés sur ce réseau social professionnel. Donc voilà, vous pouvez suivre nos actualités et voilà, voir un petit peu où on en est au niveau de notre offre. Ce que je vous propose, c'est qu'on se présente. Pauline, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je suis Pauline Bourdeau, je suis consultante d'études chez Locan depuis une dizaine d'années et donc j'accompagne et je conseille nos clients dans la mise en œuvre de leurs enquêtes, aussi bien sur la méthodologie que sur l'analyse des résultats. Voilà. Merci Pauline. Donc quant à moi, je suis responsable de l'offre écoute, donc qui voilà, fait des enquêtes de satisfaction notamment, et donc je travaille chez Eloquent. J'ai rejoint Eloquent au marketing produit depuis 1 an et demi maintenant. Alors, un petit rappel sur un petit peu qui on est. Eloquent, expert de la relation client depuis 2001, donc plus de 15 ans maintenant, qui vous propose 3 offres combinées, dialogue, écoute et sémantique en mode SaaS. La partie dialogue pour la gestion de la relation cliente entrante et sortante, et ce de manière unifiée. L'offre écoute qui donc est la mienne, qui donc vous propose une plateforme de feedback management et d'enquête, d'administration et de gestion des enquêtes pour la mesure et notamment le pilotage de la satisfaction client. Et enfin, la sémantique également, qui vient compléter nos 2 offres pour comprendre une masse d'informations textuelles massives et qui permet de comprendre un petit peu, notamment aussi dans le cadre des enquêtes, de comprendre des notes attribuées dans le cadre d'enquêtes et qui permet d'expliquer et de déceler voilà, du churn ou alors de l'insatisfaction client et ce, de manière très automatisée. Également, l'offre expérience client, l'application Cockpit, qui en gros agrège un petit peu tous les indicateurs, dialogue, écoute, et qui également donne accès au verbatim client et ce de manière unifiée pour voilà, aider au pilotage de la relation client. Ces 4 offres sont disponibles en mode SaaS et voilà, vous pouvez aller voir notre site web si vous avez besoin de plus d'informations. Mais aujourd'hui, ce que je vous propose de voir, c'est de voir un petit peu comment est-ce qu'on a pris le pas d'une innovation, l'analyse prédictive, et de la mettre au service de l'efficacité des enquêtes de nos clients. Donc rapidement, on va voir un petit peu au cours de ce webinaire en quoi est-ce que le taux de retour des enquêtes est important, qu'est-ce qui impacte vraiment le taux de retour, voir un petit peu comment nous, on a surfé sur la vague analyse prédictive pour mettre en action la data, hein, voir aussi les algorithmes, un peu sur quoi ça repose, un petit peu notre offre, voilà, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça apporte, c'est-à-dire des recommandations plus ou moins personnalisées à portée de clic pour un taux de retour boosté. Et enfin, en exclusivité, on vient d'avoir les résultats, on a travaillé sur des enquêtes SMS d'un client et voilà, Pauline vous présentera les premiers résultats. Alors tout d'abord, de l'importance du taux de retour. Alors quand on écoute un petit peu nos clients parler, Pauline le sait encore mieux que moi, parce qu'elle écoute tous les jours, le taux de retour pour eux, c'est un Graal. Alors pourquoi Je pense que vous êtes confrontés aussi à cette situation, c'est faire face à la sursollicitation client. Alors pas qu'au niveau enquête, mais au niveau marketing en général. Aujourd'hui, quand on sort même dans la rue, on est sollicité par des panneaux publicitaires, etc. Je pense que j'avais vu une étude qui est assez récente, comme quoi on serait sollicité à peu près de près de 2000 fois entre les lieux physiques, les mails, les réseaux sociaux et toutes les bannières publicitaires, l'e-pub auxquelles vous pouvez être confronté au fur et à mesure de votre journée. On reçoit aussi, mettons, plus d'une quarantaine, en général, il y avait une étude assez récente qui parlait d'une quarantaine de mails professionnels reçus en moyenne par jour et de 15 à 30 sur des boîtes personnelles. Donc, vous voyez qu'on est en tant que consommateur final sollicité de toutes parts et le taux de retour a toute son importance pour une enquête, pour faire face un petit peu à ce grand challenge. Également, au sein de nos clients, il y a de plus en plus d'écoute à chaud en continu, des dispositifs d'écoute automatisés et du coup les enquêtes sont couramment lancées et
on voit que la problématique du taux de retour et de savoir surtout comment l'améliorer a toute son importance et ça on l'a bien compris. Et enfin le taux de retour, c'est aussi un Graal puisque c'est quand même le seul moyen d'avoir les résultats d'une enquête permettent un accès à la connaissance. Alors en satisfaction client, vous pouvez avoir des plans d'amélioration continue et puis couplé à la sémantique, vous pouvez connaître vos chantiers prioritaires au niveau de détection de la satisfaction client. Vous pouvez également avoir des best practices qui ressortent à homogénéiser au sein de votre entreprise et autres dans bien d'autres domaines aussi, des enquêtes RH, des enquêtes évaluation SI fournisseurs. Toute enquête a pour but d'en extraire de la connaissance pour mener des actions plus ou moins stratégiques, managériales et locales derrière. Alors, Pauline, je te laisse aussi expliquer un petit peu, toi, avec ton point de vue de statisticienne et de consultante études, en quoi le taux de retour est aussi très, très, très primordial. Alors, lorsque vous lancez une enquête, enfin, moi, lorsque je lance une enquête, mais vous, j'imagine, c'est la même chose, votre objectif, votre principal objectif, c'est d'avoir des résultats fiables. C'est quoi des résultats fiables? C'est des résultats significatifs. Les résultats significatifs, ça passe par une marge d'erreur faible. C'est-à-dire que quand vous donnez un résultat, vous ne voulez pas vous tromper. Donc, vous voulez avoir une marge d'erreur très, très faible. Et cette marge d'erreur, elle est directement induite par le nombre de réponses. Donc, il nous faut un nombre suffisant de réponses pour avoir une marge d'erreur faible. La fiabilité dépend vraiment du nombre de réponses. Alors, le nombre de réponses, combien il me faut de réponses pour avoir un résultat fiable? Ça, il y a des outils qui existent qui vous permettent de calculer exactement la taille de l'échantillon dont vous aurez besoin pour avoir une marge d'erreur faible en fonction donc, de la marge que vous souhaitez et de la statistique que vous étudiez. On ne va pas rentrer dans ce détail-là. Aujourd'hui, la parenthèse que je voulais ouvrir ici, c'était sur la précision des résultats qui n'augmente pas proportionnellement au nombre de réponses. C'est-à-dire que quand vous choisirez votre taille d'échantillon, ce n'est pas parce que vous en interrogerez 10 000 fois plus que vous aurez une précision qui va 10 000 fois diminuer. Si je prends un exemple concret, très souvent, quand vous voyez des enquêtes, notamment des sondages d'opinion, récemment les sondages qu'on avait politiques, on voit très souvent qu'on a interrogé un échantillon représentatif de 1000 personnes, donc représentatif de la population française. Pourquoi 1000 personnes? 1000 personnes parce qu'on sait que pour la population de référence, qui est la population française, c'est une taille optimale. Une taille optimale, ça veut dire que si j'en avais interrogé 500, j'aurais eu une marge d'erreur, on va dire, en fonction de la stat que vous étudiez, d'à peu près 4%, 3-4%. À 1000, vous baissez votre marge d'erreur à 2%, donc en augmentant de 500 votre échantillon, vous baissez bien votre marge d'erreur. Si vous vouliez descendre à 1% de marge d'erreur, il vous faudrait interroger plus de 10 000 personnes. Et donc là, on voit bien que ce n'est pas raisonnable de faire une enquête auprès de 10 000 personnes. Donc on voit bien que la précision des résultats n'augmente pas proportionnellement au nombre de réponses. C'était une petite parenthèse. Donc on revient sur ce nombre de réponses qui est vraiment important. Donc ce nombre de réponses, de quoi dépend-il? Il dépend forcément de la taille de la population et du taux de réponse. Donc si vous avez la chance d'avoir une population de la population française, plus de 60 millions de personnes, dans ce cas-là, si vous avez un taux de réponse de 1%, parfait, vous aurez forcément un échantillon de suffisamment de répondants pour avoir des stats fiables. Mais moi, personnellement, c'est rarement mon cas. Souvent, je travaille sur des fichiers clients et mes fichiers clients, on a rarement plus de milliers de personnes. Et donc, si je veux avoir des stats fiables, il me faut un taux de réponse suffisant pour avoir suffisamment de répondants. Donc, voilà pourquoi le taux de réponse est un point primordial pour nous. On a mené une étude en interne, alors en interne auprès de nos collaborateurs donc spécialisés des études, des chargés d'études, des directeurs d'études, et puis aussi au niveau de nos clients, pour savoir, pour eux, on a fait une petite étude quali qui est, pour vous, qu'est-ce qui pourrait impacter le taux de retour. Donc on a fait le tour dans nos bureaux, on a fait le tour dans nos clients, et on a essayé de dresser une liste de leviers qui seraient tous les leviers qui pourraient impacter le taux de réponse à une enquête. On les a regroupés ici. Alors, vous me direz, la liste n'est pas forcément exhaustive. On pourra en discuter à la fin du webinaire et vous me direz, vous avez peut-être oublié quelques éléments. En plus de ça, donc, si vous voulez, vous aurez la présentation et on pourra en rediscuter dans le second temps. Donc, les leviers qu'on a identifiés pour notre étude, ceux qui pourraient impacter le taux de réponse, on va les catégoriser en 4 grandes catégories. Le type d'enquête, donc l'intérêt qu'a le répondant, l'utilisateur ou le client pour répondre à l'enquête, ça forcément, ça va être un levier fort du taux de réponse.
le sujet de l'enquête, est-ce que c'est une enquête de satisfaction, une enquête d'organisation d'événements, une post-formation, le secteur de l'entreprise dans lequel il travaille, la taille de l'entreprise, la cible, est-ce que c'est un collaborateur ou est-ce que c'est un client externe. De la même façon, on va voir tout ce qui va englober autour du contexte de l'étude, c'est-à-dire est-ce que j'envoie mon questionnaire, mon enquête tel jour ou à telle heure, est-ce que ça peut avoir un impact sur mon taux de retour, la fréquence de sollicitation, l'événement déclencheur, est-ce qu'il y a eu un événement avant qui a fait que la personne allait répondre. Par exemple, je suis allée dans une boutique et j'ai reçu un questionnaire quelques heures après, forcément il y a eu un événement déclencheur. Et justement, le délai entre le moment où il est passé en boutique et le moment où il reçoit le questionnaire, est-ce que ce délai-là a un impact sur le taux de réponse? Je ne vais pas faire la liste exhaustive avec vous de tous ces leviers, vous pourrez les revoir après. Mais donc, on a aussi des informations sur le questionnaire en lui-même. Est-ce que voilà, le look, le style du questionnaire peut avoir un impact? Et puis, alors nous, on a fait un petit zoom sur les messages de diffusion. On est éloquent. On travaille principalement, pas que, mais principalement sur des enquêtes web. Et donc, on est très attaché au mail qui va accompagner l'envoi du questionnaire. Et donc, pour cela, on va travailler l'objet, on va travailler la personnalisation du message, la taille du message, son style, comment faut-il qu'il soit signé, est-ce qu'on met les informations de la CNIL, etc., etc. Et donc là, on voit que si on fait cette liste de leviers, on arrive à plus de, je n'ai pas compté, mais 25 ou 26 leviers qui pourraient impacter notre taux de réponse. Alors, les travailler un par un, ces leviers, déjà, ce sera très très long de voir chacun, est-ce qu'ils font varier et de quelle manière notre taux de réponse. Mais ce qui pourrait être aussi très intéressant, c'est de voir l'interaction des leviers entre eux. Par exemple, vous prenez le levier cible, est-ce que j'interroge des professionnels ou des particuliers, et je prends indépendamment le levier date, est-ce que j'envoie mon questionnaire en semaine ou le week-end? Mais moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est l'interaction de la cible et de la date, c'est-à-dire envoyer aux professionnels la semaine et aux particuliers le week-end. Donc on voit que là, dans ce cas-là, on va avoir un nombre incalculable d'interactions pour pouvoir étudier quels sont ceux qui sont impactants sur mon taux de réponse. Je laisse la main à Aurélie justement sur ces grands nombres. Tout à fait. Alors, effectivement, Pauline, tu l'as très justement relevé. Nous, on a identifié une vingtaine de leviers. Alors, imaginez de les faire bouger un à un déjà. Voilà, Pauline a très justement dit que ça peut être chronophage. Mais il faut aussi prendre en considération ce que chaque jour, d'un point de vue d'un point de vue un peu macro, le monde génère 2,5 puissance multiplié par 10 puissance 12 octets de données chaque jour. 90% de l'ensemble des données générées dans le monde l'ont été ces 2 dernières années. Donc ça, voilà ça prévoit de jolies évolutions et c'est un peu vertigineux, mais voilà, on prévoit que ça va encore s'agrandir. Hein. Et 70% des données d'entreprise sont non utilisées. Ce qu'on veut vous faire dire ici, faire comprendre, pardon, c'est qu'effectivement, vous, quand vous administrez vos enquêtes, vous avez déjà beaucoup de données à disposition qui sont, il y en a un certain nombre. Mais imaginez celles en plus qui vont être générées encore à venir sur les réseaux sociaux, etc., qui viendront compléter toute application tierce, CRM, ERP, avec ces données que vous allez vouloir manipuler pour faire rentrer, mettons, pour personnaliser de plus en plus vos enquêtes, etc., vous allez avoir de plus en plus de matière. Donc le but, c'est de se faire un petit peu aider et de faire parler les données. Et manuellement, ça peut être vraiment très très fastidieux. On l'a vu, hein, déjà pour nous ce qu'on a identifié, mais sans compter ce qui va venir, ça peut paraître assez fastidieux. Alors, du coup, pour essayer de relever ce défi, hein, on a réfléchi chez Locan et on a décidé de s'appuyer sur l'analyse prédictive afin de faire parler la data. Donc, mettre en action cette data. Pourquoi? Pour analyser. L'analyse prédictive, ça nous permet d'analyser de grands volumes de données, hein, d'analyser également les résultats des diffusions des enquêtes en temps réel. Ça nous permet aussi de rapidement croiser des données, des données hétérogènes de qualité
Et également de sélectionner les données pertinentes et utiles qui vont voilà, faire parler les données. Et voilà, je l'ai dit dès le départ, hein, mais c'est possible grâce à l'analyse prédictive. Et pour cela, nous nous sommes appuyés sur Big Datex, qui est une belle entreprise, société grenobloise, qui est spécialisée dans les algorithmes, notamment, entre autres, et voilà, qui est composée de data scientists et qui nous ont accompagnés sur ce sujet afin de voilà, mettre en œuvre un algorithme qui puisse répondre à ce défi de mettre en action la data. Alors l'analyse prédictive, elle est juste pour voilà, dans le générique, dans le monde de tous les jours, elle est déjà au service de notre quotidien en fait. Hein. Dans la météo, aujourd'hui, on voit que c'est assez pratique. Hein. Je pense que tout le monde consulte en ce moment la météo pour voir à peu près la chaleur et comment faut qu'on s'habille, comment on gère un petit peu cette canicule. Également dans nos déplacements au quotidien, au niveau du trafic, l'analyse prédictive analyse un maximum de données pour pouvoir prévoir à peu près quand partir et nous aider voilà, pour ne pas souffrir des bouchons. Également, elle est au service de l'expérience client. Hein, c'est ce qui nous importe aussi aujourd'hui hein, en termes de recommandations. Par exemple, en tant que product manager, en tant que responsable de l'offre écoute, il y a un grand site de e-commerce qui commence par A et qui finit par N qui me propose un certain nombre d'ouvrages. Vous voyez en bas de l'écran, Scrum sur la méthode agile, etc. Parce qu'on travaille beaucoup en agile. Donc voilà, vous voyez qu'elle me propose ce genre de choses. Et l'analyse prédictive, c'est aussi un moyen d'ultra personnaliser la relation avec le client. Donc perso, je suis d'origine bretonne, et là on ne le voit pas super bien, mais vous le verrez peut-être plus quand vous aurez le document. Il me propose, une fois j'ai reçu un mail, j'étais assez impressionnée voilà, d'une réduction sur un trajet que je fais souvent, qui est en fonction de dates très précises, qui collait super bien pour un Paris-Morlaix. Donc voilà, c'est au service de notre quotidien pour nous rendre service. Et nous, du coup, on s'est dit, pourquoi pas le mettre au service de l'efficacité des enquêtes de nos clients. Et je te laisse un petit peu prendre la main, voilà, Pauline, là-dessus. Justement, donc avec Big Datex, on est allé les voir en disant aidez-nous à optimiser notre taux de réponse et à prédire notre taux de réponse en fonction de ce qu'on a vu avant. On a une série de leviers qu'on a déjà étudiés. Maintenant, on veut travailler avec vous pour que vous nous disiez sur lesquels il faut agir pour augmenter notre taux de réponse. Quand on lance une enquête, au niveau du parcours de l'enquête, quand on détaille le parcours, en fait, on voit qu'il y a deux problématiques complémentaires donc, qui se suivent, et ça, quelles que soient les méthodologies. C'est ce qu'on pourrait appeler la première partie, qui serait les leviers qui incitent les personnes à interroger, à accéder au questionnaire, c'est-à-dire déjà, au départ, qu'est-ce qui va faire que la personne que je veux interroger va vouloir répondre. Et la deuxième partie, la deuxième problématique serait une fois qu'il a décidé, il est OK pour répondre, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va remplir son questionnaire jusqu'au bout. On voit que ces deux problématiques, elles sont complémentaires et elles sont transverses à toutes les méthodologies. Alors nous, comme je vous disais, on travaille beaucoup sur la méthode web, mais si vous étiez en téléphone, en face à face, qu'est-ce qui ferait que la personne dans la rue, un enquêteur dans la rue, qu'est-ce qui va faire que la personne va vouloir s'arrêter? Une fois qu'elle s'est arrêtée et qu'elle a dit OK, qu'est-ce qui va faire? Qu'elle va répondre au questionnaire jusqu'à la fin. De la même façon, au téléphone, qu'est-ce qui va faire? Qu'elle va accepter de décrocher et de ne pas vous raccrocher au nez tout de suite. Donc ça, c'est cette première partie de problématique qui va nous intéresser. C'est ces leviers-là qu'on va travailler. C'est-à-dire au niveau méthodologie web, c'est ce qu'on appelle le taux de clic. Qu'est-ce qui va faire que la personne va cliquer sur le questionnaire pour vouloir répondre. On l'a fait de la sorte, je pense qu'à terme, on travaillera aussi la deuxième partie qui sont les leviers qui permettent de comprendre pourquoi les personnes vont jusqu'au bout, mais dans ce qu'on a mené comme étude actuellement et dans la prédiction qu'on a mis en place et mis en œuvre, on s'est concentré sur cette première partie, cette problématique de comment augmenter mon taux de clic. Alors là, les algorithmes, sur quoi repose notre offre? Donc, comme je vous disais, on a travaillé avec Big Datex et avec nos données sur la prédiction et la mise en œuvre d'un algorithme, d'un modèle qui pourrait nous permettre de prédire le taux de réponse. Et donc le taux de clic, nous, en l'occurrence. Donc l'objectif, c'était justement d'apporter des recommandations à nos clients pour augmenter le taux de clic des enquêtes. On a travaillé sur des données au premier semestre 2017, et en termes de cibles, on a travaillé donc sur des enquêtes qui ont été réalisées avec l'outil Interview. Au niveau de notre échantillon, pour un petit peu de stats, de chiffres, donc on a travaillé sur 6800 diffusions qui ont été prises en compte, donc ça correspondait à peu près à 2300 questionnaires et équivalent à 3 375 000 personnes interrogées. On note que les données qu'on a analysées sont des données
des diffusions et non des données des répondants. Donc on a respecté, donc en termes de charte de confidentialité, on n'a pas travaillé sur des données nominatives. Au niveau de notre échantillon, une petite précision, on est dans une variété d'échantillons fortes, c'est-à-dire qu'on a pris différents types d'enquêtes, des enquêtes de SAT, comme on a vu, de formation, etc. Au niveau de la cible, il y avait de l'interne, de l'externe, les entreprises étaient de secteurs aussi divers et variés, et au niveau des volumes aussi, on a des volumes assez variés. Voilà pour l'échantillon sur lequel on a travaillé pour mettre en place ce modèle et pour prédire notre taux de clic. Les leviers qu'on a vus tout à l'heure, en fait, on voit qu'ils ne correspondent pas tous à cette prédiction du taux de clic. En effet, tout ce qui est partie questionnaire, on ne l'a pas retenu. Et on a mis en rose les leviers qu'on a jugé pertinents de garder pour notre étude. Donc, le type d'enquête, les dates de diffusion de l'enquête, le jour, l'heure, le mois, la fréquence de sollicitation. Là, on savait si c'était des personnes qui étaient interrogées souvent ou pas. Et on a énormément travaillé sur le message d'accompagnement du mail. Donc l'objet, qu'est-ce qu'on met comme objet, la personnalisation ou pas du message, la taille du message, le style, est-ce qu'on signe, l'expéditeur est-il personnalisé ou c'est une boîte générique, l'anonymat, etc., etc. Voilà donc les leviers qui ont été retenus pour notre étude. Alors, au niveau du machine learning, donc là, c'est Big Data qui a travaillé sur cette donnée-là, sur cette partie-là. Concrètement, on lui a donné à manger ces 6800 diffusions petit à petit. Et donc, il les a intégrées progressivement à l'algorithme. C'est ce qu'on appelle la phase d'apprentissage, donc l'étape 1. Et le modèle s'est donc entraîné petit à petit avec les données et donc a pu évaluer en étape 2 pour finir donc par prédire notre taux de clic. En termes d'apprentissage d'un modèle, ça s'apparente pour ceux qui connaissent un petit peu à la régression linéaire, mais un peu plus complexe. Et donc, on pourrait expliquer le taux de réponse ou le taux de clic, ici plutôt, par A, L1 plus B, L2 plus C, etc., etc. Donc, A, B, C étant les coefficients qui sont calculés par l'algorithme, et les L1, L2, L3, ce sont les leviers qu'on a retenus, ceux qu'on a vus au slide précédent. On a fait tourner notre modèle pendant quelques mois et on a fini par aboutir à un modèle qui nous semblait bon. Et donc, en termes de qualité de modèle, il pourrait s'expliquer comme cela. C'est-à-dire ici, vous avez ce qu'on appelle une matrice de confusion. Donc, vous avez en ordonnée, en fait, les valeurs réelles de nos enquêtes, c'est-à-dire nos taux de réponse, nos taux de clic à nos enquêtes observées, valeurs réelles, et en abscisse, celles prédites, par le modèle. Donc, si notre modèle était en qualité 100%, on aurait une diagonale toute verte. Là, on voit qu'on a quelques taches vertes un petit peu autour de cette diagonale, mais dans l'ensemble, on va dire qu'on a un modèle qui est totalement satisfaisant. Je vais laisser la main à Aurélie. Oui, tout à fait. Alors, des recommandations à portée de clic pour un taux de retour boosté. Alors, effectivement, Pauline, tu nous as bien fait un point pour qu'on comprenne bien comment marche cet algorithme qui est auto-apprenant et qui a atteint un niveau quand même de qualité satisfaisant au vu de la matrice de confusion. Du coup, on s'est dit, bon, bah, on transforme un petit peu le match et on voit ce que ça peut donner en termes d'usage et d'apport pour nos clients. Alors, en fait, ce qui se passera, c'est qu'au moment de la diffusion, ou avant ou après, peu importe, au clic, on pourra lancer une analyse qui va ramener, soit par email, soit même au sein de l'application, un rapport d'analyse de la diffusion, soit passée ou celle qui va pouvoir être à venir. Donc voilà, il y aura un score de diffusion qui sera attribué et surtout, on aura le levier sur lequel on va vous apporter des recommandations pour booster le taux d'ouverture, le taux de clic. On va vous dire pourquoi est-ce qu'il faut agir sur ce levier-là et surtout comment le faire. Donc voilà, ce sera des pop-up avec des conseils qui ont été formulés par nos équipes de consultantes et chargées d'études Eloquent et qui donc voilà, sont des conseils pertinents en fonction de vos diffusions. Alors, en exclusivité, l'enquête par SMS, qu'est-ce que ça a donné? Je laisse la parole à Pauline qui va nous parler de... Donc on en a donc fini avec l'algo qui nous a aidé à prédire donc le taux de réponse dans les enquêtes web. On a voulu travailler un autre algorithme pour nous aider donc à optimiser aussi notre taux de réponse, mais là sur les enquêtes SMS.
Donc là, pour cette étude-là et ce Zoom-là, on a travaillé en fait en collaboration avec un de nos clients qui a mis à disposition son enquête. Donc c'était une enquête de satisfaction qui était envoyée après avoir passé une commande, donc qui était envoyée au client à J+3. Le questionnaire, on avait 3 questions. Une première question de satisfaction globale, une deuxième question de recours, enfin de recommandation, et une dernière question ouverte sur des suggestions d'amélioration. Donc, on avait donc des SMS qui ont été envoyés et au niveau du moment d'envoi, on a pu faire varier les moments d'envoi du SMS. Les particularités justement de l'enquête SMS par rapport aux autres méthodologies, c'est que là, on ne peut pas travailler sur le message de diffusion, il n'y a pas de message de diffusion. Le premier SMS, c'est la première question. Donc, pas de message, on ne peut pas optimiser le message. On n'a pas non plus d'éléments de mise en forme graphique sur lesquels on aurait pu jouer. On aurait pu jouer sur la couleur, le logo, en mail, là, SMS, on ne peut pas. Les deux seuls, excusez-moi, deux seuls leviers qui peuvent influencer le taux de réponse. Ça coupe un peu. Attends, je pense que ça coupe un tout petit peu. C'est le réseau, d'accord. Vas-y, essaye si tu veux, Pauline. Peut-être que ça s'est un petit peu remis. Sinon, je prends la main si tu veux sur le slide. Vas-y, je t'en prie. Essaye, peut-être que ça s'est remis. Ça coupe. Ça coupe un petit peu. Je vais poursuivre si tu veux. Effectivement, sur la particularité de l'enquête, il y a voilà, absence de message de diffusion. Il n'y a pas d'éléments graphiques sur lesquels on peut jouer au niveau de la couleur, etc. Et pourtant, 2 types de leviers peuvent influencer le taux de réponse. Alors, c'est ce qu'on a identifié. Premier levier, c'est la formulation de la première question SMS. Et deuxième levier, le moment d'envoi de la première question. Pauline, peut-être essaye, ça repart. Vous m'entendez ou pas? Non. Là, oui, un peu. Vas-y, essaye. Je fais parler très très vite. Alors, au niveau de la formulation, on a testé un nombre très grand de formulations pour savoir si la présence ou l'absence de bonjour dans le SMS pouvait avoir un impact sur le taux de réponse ou pas. Est-ce que si on met ou pas une formule de politesse, ça va jouer aussi. La ponctuation. Si on précise, il vous faut 5 minutes pour répondre ou il y aura 2 SMS, est-ce que ça aussi, ça peut avoir un impact sur votre taux de réponse? Et enfin, vu qu'on est sur la première question, est-ce que la formulation de la question, justement, elle peut avoir ou non un impact sur le taux de réponse? Au niveau du moment d'envoi, comme on voyait tout à l'heure, on a pu envoyer à différents créneaux, 11h, 13h, 15h, 17h, et justement pouvoir voir si l'impact du moment d'envoi était du coup réel ou pas sur le taux de réponse. Donc là, les résultats qu'on a ici, les résultats dépendent forcément du contexte dans lequel vous êtes, de votre cible, mais on aurait pu avoir comme SMS, le meilleur SMS qu'on aurait pu envoyer nous dans notre cas de figure, était bonjour, virgule, suite à votre commande chez donc, la société il y a quelques jours, donnez votre avis en 1 minute. Globalement, êtes-vous satisfait de votre commande? 0, pas du tout satisfait, 10, très satisfait. Donc ce SMS qui était notre SMS optimal dans notre contexte faisait 33 mots et dans l'idéal, il fallait qu'il parte à 17h. Donc voilà, au niveau de l'analyse prédictive, on voit qu'on peut donc aller assez loin et elle nous aide donc pour prédire très précisément ce qu'il faut envoyer et à quel moment il faut l'envoyer. Tout à fait. Et aussi bien sur la partie pour des questionnaires envoyés par mail, pour des questionnaires web, que sur le SMS. Hein. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est d'échanger un petit peu avec vous. On est dans les temps super. Vos questions, nos réponses. Alors, on va essayer de reprendre un petit peu les questions, si elles sont arrivées au fil de l'eau. Alors, il y en a une première que je vois tout de suite, c'est quel type de recommandation votre offre est-elle capable de faire? Alors effectivement, on l'a vu, hein, ça peut se manifester au sein de l'application même, mais après, au niveau, on va dire, offre globale, on en a 2 exactement. La première, c'est en gros, on peut lancer l'analyse sur l'ensemble qui va capitaliser, puisque on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un moteur et un algo auto-apprenant. Donc, en fonction de votre analyse, il va capitaliser sur toutes les précédentes diffusions et au fur et à mesure, il va s'affiner sur votre jeu de données. Donc ça, c'est une première offre possible. Et la deuxième, c'est de faire rentrer dans le modèle vos propres leviers sur lesquels vous aimeriez qu'on travaille. Et aujourd'hui, on l'a vu, hein, le petit slide sur le défi des données qui arrivent chaque jour, notamment autour de vos cibles répondants, etc.,
c'est effectivement des données, surtout en matière de relations clients, où on peut faire rentrer en compte. Ça peut être la segmentation client, votre profiling client, le chiffre d'affaires associé, etc. Ce sont des leviers qu'on peut faire rentrer en ligne de compte pour vraiment optimiser le taux de retour sur des cibles sur votre diffusion. Ça, c'est le deuxième cas où voilà, vous êtes accompagné avec Pauline, par exemple, au niveau, qui va vous conseiller au niveau en tant que consultante études. Et puis, bien sûr, vous serez aidé, si vous avez notre outil, ben, voilà, vous serez aidé par l'outil hein, pour cela. Euh, Autre question, plus précisément, quel est le taux d'erreur du modèle? Alors, dans le modèle, donc c'est au niveau, j'imagine, de la matrice de confusion qu'on cherche à avoir des précisions. Donc, on ne parle pas de taux d'erreur, mais en fait de qualité du modèle. Et la qualité du modèle, elle est calculée par le R2 et je ne l'ai pas exactement là sur moi, mais on peut revenir vers vous. Il me semble qu'il était de l'ordre de 65%, le R2. On peut revenir vers la personne qui a posé la question pour lui donner exactement le R2 du modèle si elle le souhaite. Ouais, Céline, on reviendra avec vous. Question de Doriana, si j'ai bien compris, vous intégrez cet algorithme dans votre solution d'enquête. Ouais. Avez-vous des exemples d'amélioration du taux de retour? Alors oui, vous avez bien compris, effectivement, on intègre cet algorithme dans la solution d'enquête. Hein. Est-ce qu'on a d'exemples d'amélioration du taux de retour? Pauline, vu les expés qui se sont passés, est-ce que après conseil, est-ce qu'il y a eu un impact significatif auprès parce qu'on a travaillé notamment avec un de nos clients sur le sujet. Alors nous, on a conseillé nos clients par rapport en utilisant ce modèle-là. Donc là, on a eu des hausses de nos taux de réponse. Après, je ne peux pas vous dire exactement parce qu'on n'a pas mis en œuvre de sorte à avoir un modèle de référence sur lequel on n'applique pas nos préconisations et ceux pour lesquels on applique. Mais dans ce qu'ils avaient l'habitude de faire, on a constaté une amélioration des taux de retour chez nos clients. Ben, je vous en prie, Doriana. Guillaume, comment cette offre est-elle commercialisée chez Eloquent? Alors c'est une bonne question. Alors c'est ça que j'ai répondu tout à l'heure, mais c'était peut-être pas très clair de ma part. En fait, si vous voulez, ce sera une option au sein de l'application qui fera que vous pouvez en illimité hein, lancer des analyses au niveau de vos diffusions. Vous aurez des rapports ou une pop-up qui va s'ouvrir au sein de l'application et qui vous donnera des conseils. Donc ça, c'est la première offre et c'est une offre voilà, qui est affinée, qui s'affine, parce que comme c'est auto-apprenant, qui s'affine au fur et à mesure que vous lancez des analyses sur votre jeu de données à vous. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, c'est vous avez des leviers qui vous intéressent et qui semblent vraiment importants pour vous, et on peut très bien comprendre, de type segmentation client, etc. Et vous avez envie de travailler que le modèle travaille sur ces leviers pour, par exemple, voilà, au niveau de vos cibles répondants, pour augmenter le taux de retour sur certaines cibles. Ça, c'est une deuxième offre qui donc contient, donc vous avez l'option en standard et puis vous avez besoin de conseils. Aller tout seul, c'est un petit peu, voilà, peut-être compliqué. Donc là, il y aura de notre part hein, une consultante étude, sûrement Pauline, qui s'y connaît super bien sur le sujet, qui vous accompagnera mois par mois avec un suivi pour pouvoir dire, alors voilà, au niveau des leviers, en plus qui assurera aussi le travail avec Big Data quoi, pour travailler sur vos propres leviers et puis avec des recommandations associées. J'espère que j'ai répondu à votre question, Guillaume. Plus on lance d'enquêtes, plus cela permet d'améliorer le taux. Donc ça s'améliore presque en continu, c'est ça. Dans l'idéal, oui, en Exactement. effet, le but c'est ça, c'est justement de pouvoir aller de plus en plus précisément dans votre cas et dans votre problématique, de prendre en place voilà, votre contexte et d'affiner au maximum. Et en effet, le modèle continue à s'entraîner avec vos propres diffusions et donc vous allez forcément affiner de plus en plus vos résultats, donc en continu. Ali, on va attendre qu'il y ait peut-être une question. Mais je vous en prie, Doriana. Ben, de rien, Guillaume, pas de souci. On est là pour ça. Alors, Philippe. Ali, votre analyse. Ah, pardon, ça défile un petit peu. Votre analyse prédictive s'applique sur le taux de retour. Mais avez-vous fait cette analyse post-enquête?
post-enquête. Oui, on peut la faire post-enquête. C'est-à-dire que si vous voulez, de rien Philippe. C'est-à-dire, Alice, si vous voulez, on peut, ça c'est comme vous voulez, vous pouvez lancer l'analyse avant diffusion, parce que vous allez capitaliser sur toutes les données qu'on a analysées. Mais vous pouvez aussi le faire après diffusion, c'est-à-dire post-enquête. Il y a les deux sont possibles. Nous, on a travaillé post-enquête. Et vous aurez des recommandations dans les deux cas, quoi. Au niveau des éléments... Post-envoi de l'enquête, quoi. Oui, voilà. Après, dans ce qu'on a travaillé avec des données qui avaient déjà été réalisées, des taux de retour qu'on connaissait déjà. C'est le but donc de pouvoir prédire. Et donc là, on peut le faire de la même façon, retravailler sur vos données post-enquête. Guillaume, il vous faut combien de répondants environ pour que les analyses soient pertinentes? Alors là, on pourrait en discuter longuement. Guillaume, il y a plein d'éléments qui vont rentrer en jeu. Donc, il va y avoir ce dont on parlait tout à l'heure, les marges d'erreur. À partir de quelle marge d'erreur vous considérez que c'est acceptable? Alors, ce que j'appelle marge d'erreur, vous l'entendez par très souvent pour plus ou moins tant de pourcents. Donc, en fait, au niveau des marges d'erreur, on affiche un résultat. Par exemple, vous dites 30% de mes clients sont satisfaits. Il faut savoir que la stat 30% en soi, statistiquement, ça ne se définit pas comme cela. On dit il y a 95% de chances que mes clients soient satisfaits à hauteur de entre 28 et 32%. Et là, dans ce cas-là, vous avez une marge d'erreur de 2%. Cette marge d'erreur-là, c'est vous qui la définissez. Si vous voulez une marge d'erreur de 1%, il va falloir vous interroger beaucoup de personnes. Si vous acceptez d'avoir une marge d'erreur, de vous tromper de plus ou moins 5%, là on interrogera beaucoup moins de personnes. Donc la taille du nombre de répondants, combien de répondants il vous faut, dépendra de la marge d'erreur et de la statistique en elle-même. On n'a pas les mêmes calculs lorsqu'on définit une statistique de l'ordre de 10-20% par rapport à celles qui sont sur du 50%. On est beaucoup plus, c'est beaucoup plus compliqué d'estimer une SAT autour de 50. Oui, ça me fait penser aussi. Ali, je reviens sur votre question. En gros, si vous voulez avoir des recommandations avant de lancer votre enquête, vous pouvez le faire. Et puis, si vous voulez des recommandations pour une prochaine diffusion, mais une fois votre diffusion d'enquête faite, vous pouvez faire les deux. Voilà, c'était juste ça. Je voulais repréciser. Au niveau, donc, c'était, je crois, Guillaume qui posait la question sur le taux, le nombre de répondants. Il se calcule, c'est pas très compliqué. À partir de la marge d'erreur de la stat, on sait combien de personnes il faut qu'on interroge. Mais bon, là, il faudrait un cas concret pour que je puisse vous répondre. Ah, voilà le cas concret. Si j'interroge. Là, je n'ai pas ma calculette sur moi, mais on pourrait en rediscuter, le retravailler ensemble. Si j'interroge 1000 personnes par an, peut-on analyser les enquêtes réalisées pour améliorer le taux de réponse? Alors, si vous interrogez 1000 personnes, justement, combien va être votre taux de réponse? Donc, si vous me dites que mon taux de réponse, il sera de 50%, déjà, ça veut dire que j'ai des échantillons de 500 personnes. Donc, déjà, on a des marges d'erreur qui sont assez intéressantes. Je vois plus, du coup, la question. Et peut-on analyser les enquêtes réalisées pour améliorer le taux de réponse? Améliorer le taux de réponse, on peut le faire dans tous les cas de figure, qu'on ait 1000 personnes, 100 ou 10 000. C'est-à-dire que tout va être une question de marge d'erreur, d'évolution, mais l'évolution, on peut le faire sur des petites populations et sur des grandes populations. Donc là, dans votre cas de figure, je vais répondre oui. De rien, Guillaume. S'il y a plus trop de questions, on n'a plus qu'à nous aussi vous remercier. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Vous allez retrouver ce webinaire en replay. Vous allez recevoir aussi une enquête de satisfaction. Merci, ce serait bien de nous laisser un petit peu vos impressions sur cette présentation. Et vous allez aussi pouvoir télécharger le document. Voilà, si vous voulez un petit peu vous repencher dessus. Voilà. Donc merci à tous et puis bonne chaude journée. Merci à vous. Bonne journée. À plus tard. Au revoir. Salut Pauline. Salut Aurélie.